Je ne sais pas si vous êtes venus au même constat que moi, mais la pandémie mondiale que l'on vit n'a fait qu'exacerber la dégradation des conditions de travail déjà très difficiles chez les enseignants dans plusieurs pays d'Occident. Adaptation constante due à la fois aux changements rapides, des manières de travailler, aux consignes sanitaires souvent peu claires, adaptation qui s'accompagne de surcharge de travail et de surcharge émotionnelle. Mais il ne faut pas se leurrer, la profession enseignante souffrait déjà depuis des décennies, maltraitée par des décisions politiques inspirées du néolibéralisme, décisions menant à des mesures d'austérité. L'éducation, n'étant pas vue comme un investissement, mais en ces temps de rectitude budgétaire, perçue par plusieurs comme un vulgaire gouffre financier. Dans les milieux éducatifs, on déplore depuis des lustres le manque de ressources, notamment le manque de moyens pour faire face adéquatement à l'hétérogénéité des élèves dans les classes. Soulignons aussi les attentes sociales, souvent irréalistes, qui exercent une pression constante et insidieuse sur les enseignants pour la réussite des apprenants. Conséquemment, et sans surprise, on a vu augmenter significativement la détresse psychologique, le décrochage professionnel dès les premières années de pratique ou encore les retraites précoces menant inévitablement vers une pénurie d'enseignants sans précédent. Disons-le, la profession enseignante n'a rien d'attrayante compte tenu de sa complexité, du peu de valorisation dont elle est victime et des salaires relativement peu élevés qu'on y gagne. Bref, on ne peut pas dire que les enseignants évoluent dans des environnements propices à l'épanouissement de leur plein potentiel. Leur santé mentale est souvent mise à mal, en proie à des circonstances hors de leur contrôle, dans un système basé sur un modèle de performance préconisant des valeurs telles que l'individualisme, la rentabilité, l'imputabilité, la compétition, et où on considère la réussite par l'obtention d'un diplôme comme le principal objectif à atteindre pour obtenir un emploi, et dont le succès ou l'échec ne relève que de la seule responsabilité de l'individu. Enfin, où on considère l'école, dans une logique entrepreneuriale, comme un bien de consommation. Je mène des recherches depuis une quinzaine d'années sur le phénomène du bien-être en enseignement et dans les institutions éducatives. Dans le discours des enseignants, je constate une tension entre la réalité que je viens de dépeindre et les représentations qu'ils entretiennent face à leur rôle et vis-à-vis ce qui les aide à persévérer dans la profession. En effet, pour la majorité d'entre eux qui ressentent du bien-être au travail, ils ont choisi cette profession parce qu'elle donne un sens à leur action professionnelle et ce, quotidiennement. Ils entretiennent de l'optimisme, de l'espoir quant à leur capacité d'apporter des changements significatifs chez les apprenants. En leur enseignant des savoirs essentiels pour bien évoluer en société, ils les accompagnent dans leurs apprentissages où la réussite éducative peut parfois être parsemée de succès ou d'échecs, où l'école est un bien collectif qui se construit à travers des valeurs telles que la coopération, la prise en compte de chacun, l'estime de soi, afin de former des citoyens critiques et engagés. Force est de constater que l'institution éducative actuelle ne fait pas écho à ces aspirations et que cette dissonance est porteuse de mal-être pour un grand nombre d'entre eux, les enseignants, mais aussi les autres intervenants éducatifs ainsi que les apprenants. Il faut se le dire, pour reprendre une expression québécoise populaire, les bottines ne suivent pas les babines en ce qui a trait à l'éducation. Autrement dit, cela signifie que les actions ne servent pas les paroles, que les mots ne suffisent pas. Les pieds, les bottines, doivent donc suivre les paroles, les babines ou en français international, les lèvres. À titre d'exemple, on évoque souvent des principes tels que la réussite éducative et le bien-être des apprenants. Mais dans les faits, on ne se donne pas les moyens pour que des actions concrètes découlent des discours. On sait que le bien-être à l'école est un enjeu considérable puisque des recherches démontrent que les élèves éprouvant du bien-être apprennent mieux et persévèrent plus dans leur cheminement, ce qui hausse leur réussite éducative et du coup leur permet un meilleur avenir dans la société. Mais malheureusement, bien qu'il existe des exemples inspirants et que certaines institutions ont réussi à amorcer des changements significatifs qui favorisent le bien-être,
Rares sont les initiatives qui rassemblent la majorité des acteurs en éducation pour statuer d'une vision commune. Les intentions à travers les discours sont très nobles et légitimes, vous en conviendrez, mais une question se pose. Comment arriver à intégrer une culture de bien-être et de bienveillance dans les institutions éducatives si les divers acteurs, dont les enseignants qui constituent la pierre angulaire des systèmes d'éducation, vivent du mal-être? Cette question est primordiale présentement puisque la culture professionnelle valorise beaucoup l'abnégation des enseignants au bénéfice des apprenants. Mais ne serait-il pas pertinent de miser aussi sur le bien-être des enseignants pour améliorer les institutions éducatives et ce, au bénéfice de tous? Je me penche sur cette question avec beaucoup d'intérêt et je vous affirmerai d'entrée de jeu que le bien-être dans les institutions éducatives est en partie tributaire du bien-être des enseignants. C'est la raison pour laquelle on doit non seulement améliorer les conditions de travail des enseignants, mais aussi miser, dès la formation initiale à l'enseignement, sur le développement d'une bonne santé mentale. Certes, l'État doit faire plus et mieux pour les enseignants, mais à mon sens, les enseignants doivent aussi comprendre davantage les différents enjeux des milieux éducatifs et apprendre à cultiver leur bien-être pour être en mesure de faire face aux différents défis de l'enseignement. Mon analyse des éléments du bien-être en enseignement inspiré par le modèle de Seligman, le PERMA, a permis de comprendre que les enseignants qui ressentent du bien-être au travail ont réussi à créer un sens de leur profession malgré les difficultés. Il se décline en 4 aspects. Le développement d'une identité professionnelle affirmée, le sentiment de responsabilisation sociale, le sentiment de faire la différence pour les élèves et l'importance d'accompagner les apprenants vers la réalisation d'objectifs académiques, mais aussi des objectifs personnels. Ce sens est alimenté par des relations positives, des émotions positives, un engagement professionnel, la passion, ainsi qu'un sentiment de compétence. En collaboration avec des précieuses collègues, Brigitte Gagnon et Julie Bazinet, la mise en place de la psychologie du bien-être a été une idée qui fait là, son chemin depuis quelques années. La psychopédagogie du bien-être est donc un nouveau champ que je propose aux sciences de l'éducation, un champ de recherche qui intègre la psychologie positive et la pédagogie. Son principal objet concerne le développement du bien-être, l'épanouissement du fonctionnement optimal chez les individus évoluant dans différentes situations pédagogiques. La psychopédagogie du bien-être vise le développement global de l'apprenant, l'enseignant comme l'élève, par l'intégration d'interventions pédagogiques bienveillantes, planifiées ou spontanées, favorisant l'appropriation de stratégies et d'habiletés propices à l'atteinte d'un équilibre émotif, cognitif, psychosocial et physique. Donc, la psychopédagogie du bien-être peut s'exercer à tous les ordres d'enseignement, du préscolaire à l'université, permettant ainsi aux enseignants d'adapter leur accompagnement pédagogique en fonction du contexte dans lequel ils évoluent. Mes années de recherche et de pratique m'ont conduit récemment à la création d'un micro-programme de 2e cycle dans mon université afin de former les enseignants et les intervenants qui évoluent dans les institutions éducatives. C'est sûr que les plus sceptiques d'entre vous avanceront que plusieurs programmes d'intervention existent déjà à travers le monde pour développer le bien-être chez les apprenants et qu'ils ont fait leurs preuves. On peut alors se demander en quoi la psychopédagogie du bien-être apporte de nouveaux éléments dans ce contexte. Sans faire de généralisation abusive, je dirais que certains de ces programmes et leurs interventions peuvent être efficaces, mais ils sont souvent pensés dans une logique top-down, où l'on élabore le contenu a priori pour ensuite le proposer aux enseignants. Pire encore, on propose parfois des outils clés en main pour les enseignants qui n'ont qu'à suivre une démarche dans un cahier d'activités. Au mieux, on les consulte pour adapter les programmes à leur contexte de classe. Au meilleur, tous les acteurs de l'institution se mobilisent pour que le programme soit intégré à l'ensemble des classes dans une action concertée. Mais certains programmes sont souvent axés sur des interventions pour transformer uniquement l'apprenant. Je me demande alors si, à travers ces initiatives, l'enseignant est réellement engagé.
Transforme-t-il vraiment ces pratiques dans une démarche de développement professionnel ou est-il seulement un simple technicien qui met en place un programme dans sa classe? C'est quand même une question assez importante quand on pense au bien-être en enseignement. La psychopédagogie du bien-être offre une nouvelle perspective selon laquelle on considère l'importance de l'impact des enseignants sur le bien-être des apprenants en misant sur leur autonomisation et leur autonomie professionnelle. Elle considère qu'en laissant davantage de pouvoir agir aux enseignants, ils pourront déployer leur expertise pour construire, en collaboration avec les divers intervenants des milieux éducatifs, des institutions axées sur le bien-être et la bienveillance. L'un des éléments pour y arriver, c'est qu'il faut valoriser leur travail et reconnaître qu'on ne peut pas s'improviser comme enseignant. Qu'ils ne sont pas des techniciens pédagogues, mais bien des pédagogues à part entière et que leur profession est beaucoup plus complexe qu'elle en a l'air. Un enseignant, c'est avant tout un spécialiste de l'enseignement et de l'apprentissage. Toutefois, ses tâches quotidiennes vont bien au-delà de la discipline enseignée ou à faire apprendre. C'est la raison pour laquelle prendre en considération le bien-être des apprenants dans ses interventions pédagogiques et instaurer une culture de développement personnel à travers l'enseignement de contenu disciplinaire ajoute un élément à cette complexité. Pour les enseignants, favoriser une pédagogie axée sur l'intégration du bien-être en classe constitue un défi qui requiert une reconstruction des représentations personnelles et sociales liées à leur identité professionnelle. Ils doivent avant tout mettre de côté la représentation de l'enseignant comme pourvoyeur de savoir et se tourner vers une représentation de l'enseignant comme expert de l'apprentissage dans une perspective de sollicitude et de bienveillance. C'est par l'intégration d'une approche réflexive qui permet des remises en question constantes et la prise en compte de leur force de caractère et de leurs talents qu'ils se développeront. En prenant compte de l'importance de l'autonomie professionnelle des enseignants, la psychopédagogie du bien-être permet de prendre conscience des défis du travail, de penser aussi des stratégies pour y faire face cognitivement et émotionnellement, en se basant sur une bonne connaissance de soi comme enseignant. Elle se base sur trois principes majeurs. Le premier principe, c'est apprendre sur soi et sur son environnement en développant une identité professionnelle positive. L'approche préconisée propose aux enseignants un travail sur soi et sur leur environnement afin de développer une vision juste et réaliste de ce qu'ils sont et du milieu dans lequel ils travaillent, ce qui leur permet de penser les ajustements possibles entre les deux, c'est-à-dire eux et l'environnement. C'est ce qui contribue à développer une identité professionnelle positive en s'appuyant sur des connaissances issues de la recherche en psychologie positive et en sciences de l'éducation pour s'épanouir et développer leur plein potentiel au travail. Ils doivent travailler d'une part à leur développement professionnel en changeant leur perspective d'enseignement pour intégrer le bien-être dans des situations pédagogiques et personnelles pour se remettre en question et déterminer les éléments de leur bien-être, leurs valeurs, leurs croyances, pour que leurs interventions aient un sens pour eux. Or, les enseignants conscients de leur bien-être seront capables de transférer ces apprentissages chez les apprenants. Le deuxième principe, c'est de créer des stratégies et des activités pédagogiques signifiantes et contextualisées. Des enseignants formés en psychopédagogie du bien-être exercent leur autonomie professionnelle en élaborant eux-mêmes des séquences d'enseignement. Pour ce faire, ils développent des outils personnalisés qui émergent de réflexions effectuées par les enseignants au regard de leurs pratiques, de leur contexte spécifique, de leur classe ou de leur établissement. Enfin, le troisième principe, c'est d'accompagner les apprenants dans leur développement global orienté vers le bien-être. Les enseignants qui prennent en compte leur bien-être et qui basent leurs différentes stratégies pédagogiques sur des connaissances issues de la recherche de la psychopédagogie du bien-être réussiront à orienter leurs enseignements vers l'épanouissement de la personnalité de l'apprenant, par le développement de talents, d'aptitudes mentales et physiques, les conduisant à l'élaboration de leur bien-être. Mais cela requiert toutefois un accompagnement quotidien. Il doit donc assurer une progression des apprentissages à l'aide d'intentions pédagogiques visant le développement global, orientées vers le bien-être de l'apprenant
et adopter une attitude basée sur des valeurs humanistes pour y arriver. Pour conclure, miser sur le bien-être des enseignants pour améliorer les institutions éducatives est l'un des moyens à prioriser dans nos systèmes éducatifs. Le monde scolaire est difficile et il faut travailler à le changer, certes, par des luttes collectives, mais il faut aussi bien préparer les enseignants pour qu'ils puissent mieux faire face à ce qui les attend. La psychopédagogie du bien-être est une avenue pour les outiller. Mieux les outiller pour maintenir ou reconquérir leur bien-être, les enseignants seront à même de favoriser le bien-être des élèves. Il faut amorcer, si cela n'est pas déjà fait, un changement de culture tourné vers la collaboration, la bienveillance, le développement du plein potentiel de chacun dans un but commun alimenté par une vision humaniste. Il faut aussi reconnaître l'importance de leur contribution sociale par des gestes forts, entre autres par l'amélioration de leurs conditions de travail. Ils ne font pas un travail anodin. Ils forment les futures générations pour la prospérité de nos sociétés. La moindre des choses, c'est de les supporter collectivement et assurer des environnements de travail qui préservent leur santé mentale. Je rêve donc qu'enfin, les bottines suivent les babines dans nos systèmes d'éducation pour le bien-être de tous. Je vous remercie vraiment pour votre écoute. Et si la question du bien-être vous intéresse, n'hésitez pas à consulter mon site web et me suivre sur les différents réseaux sociaux auxquels je suis inscrite. Je vous invite aussi également à vous inscrire à ma chaîne YouTube intitulée Le Lab de Dr Nancy Goyette, PhD, si le bien-être en éducation vous intéresse. Je vous remercie vraiment sincèrement pour votre attention, puis passez une excellente journée.